L'hiver 1918 tombe sur une Russie qui ne sait plus où elle est. Sur les places des villes, la neige fondue recouvre des affiches contradictoires, des décrets rivaux, des listes de morts qui s'allongent plus vite que les fils de pain. Le long du front, l'armée impériale n'est plus qu'un fantôme. Le tsar a été abattu dans une maison close d'Ekaterinbourg au mois de juillet de l'année précédente, et avec lui, comme on tire un fil de soie, c'est tout un monde qui s'est défait. Les régiments rentrent chez eux sans chef, les officiers retirent leurs insignes, les villages brûlent des titres de propriété que personne ne reconnaît plus. Quelque part, entre Petrograd et Moscou, un garçon mince aux yeux gris, ancien sous-lieutenant de cavalerie, ancien prisonnier des Allemands, regarde ce paysage en ruine et fait un calcul très froid. Il s'appelle Michel, il a 25 ans, et le monde ne lui a pas encore appris à hésiter. Les mois qui suivent vont le hisser en quelques saisons au rang que d'autres atteignent en une vie entière. Et c'est précisément cette vitesse qui, des années plus tard, lui sera reprochée comme une preuve de culpabilité. Le jeune homme s'appelle Mikhaïl Nikolaïevitch Toukhatchevski. Né dans une famille de la noblesse de Smolensk, fils d'un propriétaire terrien qui cultivait ses propres champs, il a reçu l'éducation d'un officier du vieux régime. L'instruction, les bonnes manières, la certitude que l'ordre du monde est intangible. La Première Guerre mondiale l'a pris tel qu'il était et l'a rendu différent. Sur le front allemand, il s'est retrouvé prisonnier à 5 reprises, et 5 fois il s'est évadé, franchissant barbelés, lignes de surveillance, contrôle ferroviaire, jusqu'à ce qu'on ne tente même plus de le retenir. Ce n'est pas le courage qui le définissait, disent ses contemporains, mais quelque chose de plus rare, une espèce d'ingénierie appliquée à sa propre existence. Le prisonnier se fabrique un calendrier, une carte, un plan, et il sort. Le fugueur n'a pas d'autre horizon que l'horizon suivant. Il sera comme cela toute sa vie. Au début, il rejoint les volontaires qui combattent les Allemands aux côtés des Français. Puis il revient en Russie où il n'y a plus de France, plus d'Angleterre, plus de Chessiens qui tiennent debout. Ce qui reste, c'est un pouvoir bolchevique à peine installé, quelques traités de paix séparés, une paysannerie qui veut sa terre, des détachements tchèques en colère qui roulent le long de la Volga avec tout le matériel militaire de l'ancien empire, des Blancs qui se rassemblent autour d'officiers supérieurs, des Anglais et des Français qui soutiennent ces Blancs avec de l'or, des armes, des conseillers et même, à l'Est, des régiments japonais qui occupent les ports du Pacifique. Partout des armées, partout des protecteurs étrangers. Toukhatchevski ne s'enflamme pas. C'est un homme de tête, pas un idéologue. Ce qui le décide, c'est un raisonnement aussi net que les plans qu'il dessine dans ses carnets. D'un côté, les bolcheviks proposent un projet simple. Une Russie nouvelle, centralisée, capable de se défendre, avec une armée unique, une discipline unique, un commandement unique. De l'autre, les Blancs ne sont plus qu'un agrégat d'états-majors concurrents, qui dépendent pour leurs munitions et leur argent de Londres, de Paris ou de Tokyo. L'un est un État en formation, l'autre une émigration en armes. Le choix n'est pas sentimental, il est presque arithmétique. Au printemps de l'année 1918, Michel Toukhatchevski prend la carte du parti bolchevique. Ce qui se passe ensuite tient du vertige. En juin, il commande un détachement isolé contre les Tchécoslovaques sur la Volga. Ces soldats de l'ancien empire austro-hongrois qui se sont soulevés avec leurs armes et qui roulent désormais vers l'Est comme un fleuve indiscipliné. En septembre de la même année, à peine 3 mois plus tard, il est à la tête d'une brigade. En janvier de l'année suivante, il dirige la 8e armée du front de l'Est. Il a 26 ans, et sous ses ordres immédiats, des dizaines de milliers d'hommes qui ne savent même pas son nom. Ses états-majors improvisent des cartes dans des wagons, sous la neige, à la lumière jaune des bougies, et ces cartes arrivent à l'heure. Ses ordres sont clairs, brefs, exécutés. Ses unités avancent quand d'autres reculent. Les bruits qui remontent de l'état-major général à Moscou disent la même chose. Il y a un garçon sur la Volga qui comprend la guerre comme une machine. Le surnom suit. On l'appelle, dans les rédactions comme dans les tranchées, le Bonaparte rouge. Ce n'est pas flatteur, et c'est flatteur à la fois. Bonaparte, à cette époque, désigne une espèce rare, un jeune homme qui monte, qui réforme, qui brise les fidélités anciennes et impose la sienne. Dans un pays qui vient d'abattre un tsar et qui s'apprête à en redouter d'autres, le nom résonne comme une alarme. Pour les Blancs, c'est une insulte. Pour les Rouges, c'est presque une prophétie.
Toukhatchevski lui-même, dit-on, accueillait l'étiquette avec un sourire un peu distant, comme un officier supérieur accueille un rapport exagéré. Il ne dément pas, il ne confirme pas, il continue. Pour comprendre ce qui arrive à ce garçon au cours de l'année 1918, il faut mesurer ce qu'est cette année-là. Ce n'est pas une transition, c'est une rupture. L'armée russe, qui était l'une des plus grandes du monde en 1914, n'existe plus au sens propre du terme en 1918. Les hommes sont rentrés chez eux avec ou sans permission, les grades se sont effacés, les uniformes ont été remplacés par des hardes. Sur les rails, on ne voit plus de trains sanitaires, mais des trains de partisans. Le pays n'a pas de gouvernement unique, pas de monnaie unique, pas même de langue unique. À Petrograd, on parle allemand dans les ambassades, à Moscou, on parle allemand dans les quartiers généraux. Dans les campagnes, on parle à peine le russe. On parle la langue des villages, celle des soviets locaux, celle des comités secrets. L'Ukraine se déclare indépendante, le Caucase se déclare indépendant, la Finlande se déclare indépendante. La Sibérie est gouvernée par un amiral qui se proclame souverain. Au sud, un général cosaque lève des armées avec l'argent de Londres. Au nord, des navires britanniques mouillent dans les ports. Partout, des missions militaires étrangères, des uniformes étrangers, des capitaines étrangers qui notent ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. C'est dans ce paysage-ci que Toukhatchevski fait son choix. Les bolcheviks, quels qu'ils soient, sont en train de construire un État. Les Blancs, si l'on regarde la carte, ne défendent plus rien. Ils prolongent. Koltchak à l'est, Denikin au sud, Wrangel en Crimée, 3 noms pour une seule armée qui se replie. Ils ne s'entendent pas entre eux, ils dépendent de prêteurs étrangers. Ils n'ont pas de projet pour la Russie rurale, qui constitue 90% de la population. Le calcul de Toukhatchevski est sévère. L'ancien régime n'a plus d'avenir. Le nouveau, même imparfait, même brutal, a une chance. Au reste, ce garçon n'a pas de nostalgie particulière pour l'ancien régime. Son père était noble, mais la noblesse n'est pas une idéologie. Sa culture est européenne, mais l'Europe ne lui a rien rendu de ce qu'il lui a donné. La guerre, la captivité, le froid. Il n'aime ni ne déteste les bolcheviks. Il les utilise, ou il les sert, comme on sert une cause tant qu'elle est utile. C'est ce détachement qui, plus tard, dérangera tant de gens. On attend d'un maréchal qu'il soit fidèle par sentiment, par attachement, par serment. Toukhatchevski est fidèle par raisonnement. Et quand le raisonnement change, quand l'État qu'il a servi commence à se retourner contre ses propres officiers, c'est ce détachement qui le perdra, ou qui du moins sera diagnostiqué comme une preuve de duplicité. Au printemps de 1918, rien de tout cela n'existe encore. Il y a un officier de 25 ans, mince, les yeux gris, qui descend d'un train sur un quai de la Volga, qui prend le commandement d'un détachement, qui regarde la carte et qui commence à travailler. C'est le choix qu'il fait, et c'est le choix qu'on ne lui pardonnera pas. Pas tout de suite, pas maintenant. Dans quelques années, quand son nom sera inscrit au tableau des maréchaux, puis au tableau des accusés, on se souviendra de ce moment précis, ce printemps de 1918, où un jeune officier de l'armée du tsar a choisi de servir l'armée du nouveau régime. On racontera qu'il l'a fait par ambition. On racontera qu'il l'a fait par peur. On racontera qu'il l'a fait pour de l'argent, pour des terres, pour des protections. On racontera tout, sauf ce que disent les témoins de l'époque. Qu'il l'a fait parce que les autres options ne tenaient pas debout. Mais les témoins de l'époque, eux aussi, ne tarderont pas à disparaître. Car l'histoire qui commence pour lui ce jour-là n'est pas celle d'un homme, c'est celle d'un engrenage. Et l'engrenage, comme tous les engrenages, ne sait pas dans quel sens il va tourner. Il sait seulement qu'il tourne. Le printemps de l'année 1919 ouvre un nouveau chapitre pour Toukhatchevski, mais ce n'est pas encore un chapitre glorieux. Sur le front oriental, l'amiral Koltchak, qui s'est proclamé souverain suprême de Russie, dans la ville d'Omsk, lance une offensive d'envergure. Ses troupes, bien équipées grâce aux Britanniques, soutenues par les Tchèques et les Cosaques de l'Oural, marchent vers l'ouest. Le plan est simple et ambitieux. Percer jusqu'à Moscou, tendre la main à Denikin qui pousse du sud, encercler le pouvoir bolchevique, rétablir un gouvernement unique. L'idée serait brillante si les hommes étaient nombreux et si les chemins de fer obéissaient.
Mais l'hiver russe n'obéit à personne. Toukhatchevski, à 26 ans à peine, prend la tête de l'une des armées rouges qui font face à cette poussée. Son état-major est encore jeune, ses officiers sont d'anciens sous-lieutenants comme lui, ses cartes sont des crayons gras sur du papier journal. Mais sa méthode, elle, est déjà celle d'un homme mûr. Il ne cherche pas à frapper frontalement, il cherche les flancs, il cherche les arrières, il pousse des colonnes mobiles le long des rivières, coupe les voies ferrées par lesquelles Koltchak est nourri, isole les unités blanches les unes des autres, les enveloppe, les réduit. Ce qu'il invente sans le savoir, c'est ce qu'on appellera plus tard l'art opératif. Non pas la bataille rangée, mais la combinaison de mouvements distincts qui finissent par paralyser un adversaire plus fort sur le papier. L'été de cette année-là marque ce qu'on appellera le grand reflux des troupes de Koltchak. Les colonnes blanches reculent vers l'est, vers la Sibérie, laissant derrière elles des villes, du matériel, des prisonniers. Le 14 novembre 1919, les unités de Toukhatchevski entrent dans Omsk, la capitale de l'amiral. Toukhatchevski a 26 ans. Il entre dans une ville qui, quelques mois plus tôt, était le siège d'un gouvernement rival, avec ses ministères, ses imprimeries, sa monnaie, ses uniformes. Il y entre en conquérant, presque en libérateur, et il y reste peu. La guerre continue, plus loin. Que devient Koltchak ? Il fuit vers l'est, avec ce qui reste de ses troupes, de son or et de ses fidèles. Les Tchèques, qui ne se battent plus pour lui mais pour leur propre rail, le livrent aux bolcheviks à Irkoutsk, sur le lac Baïkal. Un tribunal l'y attend, bref et expéditif. L'amiral est fusillé en février 1920 et son corps disparaît dans les glaces du fleuve. C'est le premier des 3 grands chefs blancs à finir ainsi. Le second, Dénikine, verra ses troupes refoulées jusqu'à la mer Noire et s'embarquer pour la Turquie. Le troisième, Wrangel, tiendra encore 1 an en Crimée avant d'être jeté à son tour sur les pontons de Constantinople. Cette guerre civile n'est pas seulement une guerre entre Russes. Elle est aussi, en filigrane, une guerre où chaque camp se mesure à ses protecteurs étrangers. Les Anglais, les Français, les Japonais. Les Blancs dépendent d'eux. Les Rouges s'en passent. Ce seul détail suffira à faire pencher la balance. Après Koltchak, Toukhatchevski est envoyé vers le sud. Dénikine recule. Ses armées s'effondrent sous la pression conjuguée des forces rouges. À l'automne, l'évacuation de Novorossiysk précipite des milliers de soldats, d'officiers, de familles blanches sur les quais, puis sur les navires, puis vers la Turquie, l'Égypte, la France. La Crimée devient le dernier refuge. Pour Toukhatchevski, c'est une autre manière de faire la guerre. Des colonnes de marche qui poussent l'adversaire vers la mer, des unités de cavalerie qui prennent de vitesse les trains d'évacuation, un blocus littoral qui empêche les approvisionnements. La guerre civile russe, à ce stade, n'est plus une guerre de position. C'est une guerre d'encerclement successif. Puis vient l'été de l'année 1920, et une autre guerre commence. Cette fois, ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre entre 2 États. La Pologne, reconstituée en 1918, veut récupérer les territoires de l'Empire russe qu'elle considère comme siens. La Biélorussie, l'Ukraine occidentale, des villes comme Minsk, Lvov, Vilnius. Le maréchal Józef Pilsudski, qui dirige le pays, prend l'offensive au printemps. Kiev tombe aux mains polonaises en mai. Staline, à ce moment-là, n'est pas encore le dirigeant qu'il deviendra. Il est membre du Conseil militaire révolutionnaire du front sud-ouest, c'est-à-dire un homme qui compte, mais qui n'est pas le maître. Toukhatchevski, lui, commande le front occidental, celui qui fait face à Varsovie. L'offensive soviétique contre la Pologne commence en juillet. Les unités rouges avancent rapidement. Lvov tombe, la Volhynie est reprise, Bialystok est menacé. Le plan est connu, prendre Varsovie, abattre Pilsudski, installer à Varsovie un gouvernement polonais ami, pousser jusqu'à la frontière allemande pour prendre contact avec la révolution allemande attendue. À Moscou, Trotsky et Lénine suivent l'offensive sur des cartes épinglées au mur du Kremlin. L'euphorie est grande. Toukhatchevski, à 32 ans, semble sur le point de confirmer ce que son surnom annonce depuis 2 ans. Bonaparte. Et cette fois pour de bon. La suite est connue. Les colonnes rouges, étirées sur des centaines de kilomètres, perdent le contact avec leur base. Les communications deviennent difficiles,
le ravitaillement devient aléatoire, l'information devient rare. Toukhatchevski avance, mais il avance dans le vide. Pilsudski, qui n'est pas un stratège de second ordre, voit l'ouverture. Il contre-attaque par le sud, là où on ne l'attend pas. La contre-attaque est appuyée par les conseillers militaires français que la Pologne a invités depuis des mois. Le général Maxime Weygand, entre autres, qui apporte à Varsovie son expérience du front occidental. Les unités rouges sont prises de flanc, coupées, repoussées. La miraculeuse de la Vistule n'a rien de miraculeux. C'est un piège que des professionnels ont tendu à des professionnels qui s'étaient crus plus malins. Toukhatchevski subit la défaite. C'est la première grande fissure de sa légende. Il en rejettera une partie de la responsabilité sur Staline, qui commandait le front sud-ouest et qui, selon lui, n'a pas envoyé les réserves promises à l'heure dite. Staline aurait été, dit-on, jaloux du jeune général, aurait freiné des pieds, aurait voulu le voir échouer. La version inverse circule aussi. Staline n'a rien envoyé parce qu'on ne lui a rien envoyé à lui-même, et parce que l'état-major principal ne savait pas exactement où était la ligne. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Varsovie résiste. Le traité de Riga, signé en mars 1921, entérine la nouvelle frontière polono-soviétique, plus à l'est que ne l'espéraient les Rouges, plus à l'ouest que ne l'espétaient les Blancs de Pologne. Pour Toukhatchevski, c'est un échec. Pas une disgrâce, pas encore, mais un échec. Ce qui arrive ensuite est plus difficile à raconter sans que la voix se brise. En 1921, 2 tâches sont confiées aux armées rouges. La répression de la révolte paysanne dans le gouvernement de Tambov et la prise de Kronstadt. La première est une insurrection de paysans qui refusent la réquisition des grains, qui refusent l'état de siège sur les marchés, qui refusent d'être confondus avec les koulaks, désignés comme boucs émissaires. La seconde est une révolte de marins sur la flotte de la Baltique, ces mêmes marins qui avaient fait la révolution d'octobre, qui exigent maintenant la liberté de commerce, la fin des réquisitions, la fin de la terreur dans les soviets locaux. Les bolcheviks, qui ont promis la paix, qui ont promis la terre, qui ont promis la liberté, découvrent que la paix, la terre et la liberté ne vont pas ensemble sans une violence qu'ils ne soupçonnaient pas. Toukhatchevski commande les opérations. Sur Tambov, il utilise l'artillerie, les gaz, les baraquements pour les familles des insurgés, les otages. Sur Kronstadt, il fait donner l'assaut à la base navale en plein mois de mars, avec de la glace sous les pieds, des mitrailleuses dans les blocos, des milliers de morts. Les ordres sont de réprimer vite, de ne pas négocier, de montrer que la révolution ne négociera pas avec ses propres enfants. C'est une guerre contre des paysans et des ouvriers russes, et elle est plus cruelle que la guerre contre les Blancs, parce que les Blancs, eux, sont des adversaires. Les paysans et les marins, eux, sont des frères. C'est à ce moment-là que le regard des autres commence à changer. Toukhatchevski a réussi. Il a écrasé. Il a obéi. Il a fait ce qu'on lui demandait. Et il l'a fait sans hésiter. Parce qu'il a fait de l'obéissance à l'État une discipline. Mais cet État, désormais, voit en lui autre chose qu'un serviteur. Il voit un homme jeune, brillant, redouté, dont le nom seul fait plier les fronts. Les ennemis qu'il s'est faits, l'aile cavalière de l'armée, les vieux bolcheviks de la première heure, les hommes du parti qui n'ont pas compris la guerre industrielle, commencent à murmurer. Trop jeune, trop brillant, trop ambitieux, trop indépendant. On ne dit pas encore traître, on dit Bonaparte, mais on le dit déjà à mi-voix. À la fin de l'année 1921, Toukhatchevski a 28 ans. Il est déjà une légende. Des bateaux, des régiments, des écoles portent son nom. Lénine, qui n'est plus Lénine que de nom, le félicite publiquement, lui serre la main, le cite en exemple. Le garçon de Smolensk, fils d'un noble devenu officier du tsar, est devenu l'un des hommes les plus visibles du nouveau régime. Et c'est précisément cette visibilité qui, peu à peu, va devenir un problème. Non pas pour lui, pour ceux qui, autour de lui, craignent que le chemin du général ne se prolonge, comme on dit alors en russe, avec une inquiétude à peine dissimulée, jusqu'à l'empereur. Une fois la guerre civile terminée,
Une fois les Blancs rejetés à la mer, une fois les paysanneries soumises, une fois Kronstadt écrasée, la Russie soviétique entre dans une étrange période. La guerre est gagnée, mais la paix n'est pas ce qu'on attendait. Les régiments qui ont fait la révolution sont trop nombreux pour les budgets disponibles, trop coûteux pour un pays dont les usines tournent au ralenti, trop dangereux pour un parti qui ne veut plus partager le pouvoir avec personne. La tentation est grande, dans ces années 1920, de licencier, de réduire, de démobiliser. Des milliers d'officiers de la guerre civile retournent aux champs, aux ateliers, à la vie d'avant. L'armée rouge, comme un animal au repos après la chasse, semble appartenir à un passé qu'on voudrait oublier. Tukhachevski, lui, n'oublie rien. Il n'est pas l'homme des nostalgies militaires, il est l'homme des temps nouveaux. Ce qu'il regarde, ce n'est pas le passé récent de la guerre civile, c'est le futur qu'il voit poindre à l'horizon. Les Allemands, interdits de Reichswehr par le traité de Versailles, montent en secret des écoles militaires sous des noms de sociétés civiles. Les Anglais et les Français investissent dans la mécanisation, dans la radio, dans les chars. La prochaine guerre, s'il faut en parler, ne se gagnera plus à coups de cavalerie et de cris, mais à coups de moteur et de fréquences. Cette conviction, il ne la tient pas d'un livre, il la tient de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Des trains qui n'arrivent plus, des signaux qui ne passent plus, des unités qui s'isolent faute de liens lourds, et qui meurent faute de liens lourds. La guerre civile l'a instruit. Il ne veut pas que cette instruction se perde. C'est ce qui le met en conflit immédiat avec ce qu'on pourrait appeler le parti de la cavalerie. Le maréchal Boudionni, qui commande la première armée de cavalerie, ne représente pas seulement une arme, il représente une époque. Pour Boudionni et pour ses hommes, le cheval est l'âme de la révolution. La charge de la cavalerie rouge, sabre au clair, est entrée dans les manuels. Boudionni le dit publiquement, sans ambages, la mécanique ne remplacera jamais la force vivante du sabre. C'est une phrase qu'il prononce en tribune, devant des milliers d'auditeurs, et que la presse répète. Pour Tukhachevski, c'est un anachronisme dangereux. Pour Boudionni, c'est une hérésie contre-révolutionnaire. Les deux ne se parleront plus. De l'autre côté se trouve Vorochilov, commissaire du peuple à la défense, l'homme qui tient les cordons de la bourse, des promotions, des affectations. Vorochilov n'est pas un théoricien. C'est un politique qui connaît la guerre comme on connaît les comités. Pour lui, l'armée doit rester un instrument du parti, et le parti n'aime pas les nouveautés qui compliquent les doctrines. Il le dit à sa manière, avec des phrases qui sentent le meeting plus que l'état-major. La révolution a été faite sans parachute, et la Russie est forte par son infanterie et sa cavalerie. Ce n'est pas un argument technique, c'est un argument de pouvoir. Tukhachevski, lui, avance ses pions en silence. En 1927, il est nommé adjoint au chef d'état-major de l'armée rouge. Son bureau, rue Frunzenskaya, à Moscou, devient ce que les officiers qui y passeront appelleront plus tard le laboratoire du futur. On y dessine des tableaux, on y monte des maquettes, on y traduit les manuels étrangers, allemands, français, anglais, que les officiers envoyés à l'étranger rapportent dans leur bagage. Tukhachevski ne se contente pas de lire, il expérimente. En 1928, lors de grandes manœuvres près de Leningrad, il fait manœuvrer pour la première fois ensemble des chars, de l'aviation et de l'infanterie. Ce n'est pas encore la doctrine, c'est l'ébauche. Mais c'est déjà autre chose que ce que les autres imaginent. La doctrine, il va lui donner un nom. Il l'appellera l'opération en profondeur. L'idée est simple, et presque terrifiante par sa nouveauté. Une offensive classique commence par une percée dans le dispositif ennemi. Ensuite, on consolide, on exploite, on pousse prudemment. Tukhachevski propose autre chose. Percée simultanée sur plusieurs axes, à plusieurs profondeurs, par des échelons qui ne se suivent pas, mais qui se recouvrent. Pendant que l'artillerie écrase les premières lignes, les chars percent en plusieurs endroits à la fois. L'aviation isole les arrières, coupe les routes, brouille les liaisons radio. Derrière les chars, l'infanterie ne nettoie pas, elle fixe. Les unités parachutistes, larguées au cœur du dispositif ennemi, ne sont pas de fantaisies d'aviateurs, ce sont des instruments de désorganisation. Une fois le système de commandement de l'adversaire disloqué,
la guerre est presque gagnée. Ce que les Allemands appelleront plus tard le Blitzkrieg, ce que les théoriciens anglo-saxons appelleront la Deep Operation, Tukhachevski l'a conçu dans son bureau moscovite avant que les autres ne lui donnent un nom. Les jeunes officiers qui passent par ces bureaux sont marqués. Plusieurs deviendront célèbres sous le nom qu'on leur connaît aujourd'hui. Zhukov, Rokossovski, Vassilevski. Ils ne seront pas ses obligés, ils ne seront pas ses clients. Ils seront ses élèves, ce qui est plus exigeant et plus dangereux. Tukhachevski leur transmet une méthode plus qu'une doctrine. Observer, expérimenter, douter, recommencer. Ces officiers-là, plus tard, commanderont des fronts entiers, des armées entières, des opérations entières. Ils ne le diront pas, ou ils ne le diront que tard. Mais ce qu'ils appliqueront, dans les conditions dramatiques de la grande guerre à venir, portera la marque de cet enseignement. Autour de ce noyau, Tukhachevski fait construire des choses. Il fait créer des bataillons géographiques, c'est-à-dire des unités spécialisées dans la radio, dans les liaisons, dans la tactique des colonnes motorisées. Il fait ouvrir des instituts, communication, ingénieurs, artillerie. Il fait ouvrir des chaînes de montage. Les usines de Moscou, de Leningrad, de Kharkov tournent pour produire des chars, des avions, des radios. Sa demande, telle qu'il la formule devant les commissions, est presque provocatrice. 10 000 chars, pas moins. Ce chiffre, dans les années 20, paraît délirant. Il deviendra, à la fin des années 30, presque une réalité. À la veille de la guerre, l'armée rouge aligne le plus grand parc de chars du monde. En 1935, sous Kiev, ont lieu les plus grandes manœuvres aéroportées jamais organisées. 150 appareils, des centaines de combattants largués derrière les lignes imaginaires d'un ennemi supposé, démonstration de la doctrine en grandeur réelle. La presse en parle. Les états-majors étrangers en prennent note. Vorochilov, qui supervise les manœuvres depuis la tribune officielle, prononce la phrase qu'on attend. La Russie est forte par son infanterie et sa cavalerie. Les photographies montrent les deux hommes côte à côte, à quelques mètres l'un de l'autre, et rien sur ces photographies ne dit qu'ils sont déjà ennemis. Tukhachevski, pendant ce temps, pousse d'autres pions. Il entretient une correspondance avec le jeune ingénieur Korolev, qui travaille sur les fusées. Il s'intéresse à l'artillerie à réaction, à l'aviation à long rayon d'action, à tout ce qui peut étendre la portée de la frappe. Il fait traduire les revues militaires allemandes. Il envoie des officiers se former à l'étranger. Il participe à des commissions qui unissent l'industrie et l'armée dans un système que d'aucuns appelleront bientôt la deuxième révolution militaire de l'Union soviétique. Ce qu'il cherche, en somme, c'est à transformer une armée paysanne en une armée technique, sans rompre pour autant avec la discipline du parti. La tentative est audacieuse. Elle est aussi, à sa manière, fragile. Elle dépend entièrement de la confiance que le parti voudra bien lui accorder. C'est justement ce que certains commencent à mesurer dans les couloirs de la Loubianka. La police politique, depuis l'arrivée de Yagoda puis bientôt de Ejov, ouvre des dossiers. Elle ne note pas les erreurs. Elle note les méthodes, les fréquentations, les lectures, les voyages, les signatures au bas des télégrammes diplomatiques. Un officier qui entretient des contacts avec des ingénieurs allemands et tchèques n'est pas forcément un traître. Mais le fait figure dans une fiche. Les fiches, à la fin des années 30, ne sont plus des outils d'information. Ce sont des outils de décision. Les fiches concernant Tukhachevski, à la fin de l'année 1936, commencent à prendre du volume. Pour l'instant, il ne s'en aperçoit pas, ou il refuse de s'en apercevoir. Il continue à parler, à proposer, à écrire, à présider des commissions. Autour de lui, ses collaborateurs les plus proches commencent à recevoir des affectations lointaines, des promotions sans avenir, des convocations dont ils ne reviennent pas. À la fin de l'année 1936, Tukhachevski est encore maréchal. Sur le papier, il commande encore. En réalité, il est déjà seul. Au milieu des années 30, Tukhachevski est à la fois au sommet et au bord du gouffre. Maréchal de l'Union soviétique, adjoint au commissaire du peuple à la défense, il préside les travaux sur les règlements, sur l'académie de l'état-major général, sur les commissions d'armement. C'est un poste considérable, c'est aussi un poste exposé. Car ceux qui occupent des postes considérables dans cette union-là ne le conservent pas longtemps s'ils ne sont pas aimés, ou s'ils sont aimés d'une certaine manière. Tukhachevski est aimé des officiers de terrain. Il est craint des politiques.
Il est jalousé par les hommes qui l'ont vu arriver. Boudioni et Vorochilov sont toujours là, plus en vue que jamais. Boudioni, qui fut le cavalier de la guerre civile, commande les forces de cavalerie et siège dans les cérémonies. Vorochilov, qui commande nominalement toute l'armée, n'a plus d'autre titre que son ancienneté. Dans les dîners où l'on parle entre soi, on l'appelle le maréchal en uniforme propre, mais sans poudre dans les narines. Ce n'est pas un compliment, c'est un diagnostic. Pour ces deux hommes, Toukhatchevski est un rival, et pas seulement un rival de carrière, un rival de vision. Boudioni déteste les chars, parce que les chars ont remplacé ses chevaux. Vorochilov déteste Toukhatchevski, parce que Toukhatchevski a raison trop vite, et qu'il le sait. Dans les couloirs du commissariat du peuple à la Défense, on chuchote. Trop populaire, trop autonome, trop intelligent. Ce sont des formules qu'on prononce à voix basse, parce que ce sont des formules qu'on n'ose pas encore écrire. Mais elles circulent. Elles arrivent aux oreilles de la Loubianka. Elles sont notées. Un jour, elles serviront. Staline, à cette époque, a déjà consolidé l'essentiel du pouvoir. Il n'est plus le secrétaire général parmi d'autres, il est l'homme qui nomme, qui révoque, qui fait disparaître. Les anciens du parti, les vieux bolcheviks qui ont fait la révolution, sont éliminés les uns après les autres. La paysannerie est broyée par la collectivisation. L'industrie tourne au prix de millions de vies. Le pays est verrouillé. Dans ce verrouillage, l'armée reste la pièce la plus difficile à régler. Trop nombreuse, trop fière, trop consciente d'elle-même. Staline ne le dit pas en public, mais il le dit dans les entretiens que ses secrétaires retranscrivent en caractères menus dans les cahiers qu'on retrouvera plus tard. Une phrase revient, prononcée à différentes reprises, avec différentes variations. Le pays n'a pas besoin de son propre Napoléon. La révolution ne supporte pas les généraux qui se prennent pour des rois. Cette phrase est adressée à Toukhatchevski, même quand elle n'est pas adressée à Toukhatchevski. Car Toukhatchevski, depuis 1920, porte dans ses cartons une vieille blessure. C'était pendant la guerre polono-soviétique. Toukhatchevski commandait le front occidental. Staline, à cette époque, était membre du Conseil militaire révolutionnaire du front sud-ouest. Les deux hommes ne s'entendaient pas, ils ne s'entendront jamais. Toukhatchevski, plus tard, n'hésitera pas à rappeler que Staline n'a pas fait ce qui était convenu à l'heure convenue. Staline n'oubliera pas. Dans les systèmes où l'on ne pardonne pas, ce genre de phrase se garde longtemps. Elle finit par servir. En décembre 1934, l'assassinat de Kirov à Leningrad donne à Staline le prétexte qu'il attendait pour fermer le pays. L'atmosphère change. Les arrestations deviennent plus nombreuses, les condamnations deviennent plus longues. La police politique, désormais dirigée par Ejov, étend ses filets. Toukhatchevski, jusque-là, n'est qu'un objet d'attention. Il devient un objet d'enquête. Ses voyages à l'étranger, il en a fait pour observer les manœuvres, rencontrer des attachés militaires, visiter des usines, sont transformés en preuves. Sa correspondance avec des ingénieurs allemands et tchèques est relue comme une correspondance avec des espions. Ses notes de lecture sur les revues militaires occidentales deviennent des preuves de fascination pour le capitalisme. Ses exigences sur la formation scientifique des officiers sont relues comme une marque de mépris pour le rôle dirigeant du parti. Chaque ligne devient un élément. Chaque élément entre dans un dossier. Le dossier grossit. Pendant ce temps, autour de lui, le cercle se rétrécit. Au début de l'année 1936, les officiers qui partagent ces méthodes, qui croient à la même doctrine, qui parlent le même langage technique, sont peu à peu écartés. Les uns sont envoyés dans des districts lointains. Les autres sont rappelés à Moscou pour des « consultations » dont ils ne reviennent pas. D'autres encore disparaissent des listes sans que personne ne l'explique. Toukhatchevski, officiellement, ne réagit pas. Officieusement, il note. Ses carnets, s'ils subsistent, gardent la trace de ces disparitions. Mais il ne proteste pas, il continue à parler. En avril 1937, lors d'une réunion du Conseil militaire, Toukhatchevski présente un rapport sur les liaisons radio et la coordination interarmée. C'est un texte technique, solide, documenté. Vorochilov, qui préside, l'écoute avec un sourire figé. Staline, assis au fond de la salle, ne dit rien. Son silence est plus lourd que toutes les paroles.
Quand Tukhachevski termine, personne n'applaudit, personne ne discute, personne ne pose de questions. C'est un silence de condamné. Celui qui s'expose au silence a déjà été condamné, il ne le sait pas encore. Après la séance, dans les couloirs, les attitudes changent. Les officiers qui le saluaient hier détournent le regard. Les secrétaires qui prenaient ses ordres baissent les yeux. Un téléphone arrive chez lui, tard le soir, d'une amie de la famille. Elle parle vite, à voix basse, avec la prudence des gens qui savent déjà. Misha, part de Moscou. Tukhachevski répond, selon le souvenir qui en restera, « Je ne pars pas. Si le désordre commence, il faut que quelqu'un sache qu'il y a une raison. » Cette phrase, on se la racontera plus tard. On ne sait pas très bien si elle a été dite exactement ainsi, mais elle a été dite. Dans les semaines qui suivent, les arrestations s'accélèrent. Le commandant Ekir, qui fut l'un de ses proches, est pris. Le commandant Egorov, qui commande le district militaire de Transbaïkalie, est arrêté à son tour. Le commandant Uborevitch, autre fidèle, est également saisi. La liste des conspirateurs présumés s'allonge, et les noms qu'on y inscrit sont précisément ceux des officiers qui, avec Tukhachevski, avaient porté la doctrine de l'opération en profondeur. Le message est lisible. Ce n'est pas seulement Tukhachevski qu'on cherche, c'est l'école qui l'a fondée. Au printemps de cette année-là, Tukhachevski fait une dernière apparition publique. C'est sur le terrain de Kodinka, à Moscou, devant la tribune officielle, à l'occasion des manœuvres annuelles. Il porte son uniforme de maréchal, ses décorations, sa silhouette mince et droite. À ses côtés, un officier du service intérieur ne le quitte pas des yeux. La presse publie la photographie. Personne, sur cette photographie, ne voit ce que les contemporains verront plus tard. Que cet homme n'est plus un maître de guerre, qu'il est déjà un prévenu qui regarde les défilés comme on regarde sa propre mise en scène funèbre. Le soir, il reçoit l'ordre de se présenter à Moscou pour un rapport. L'ordre n'a rien d'exceptionnel. Tous les hauts gradés reçoivent ce genre d'ordre. Mais cette fois, on sait que l'avion qui le ramènera à Moscou ne le ramènera pas chez lui. Les témoins qui verront Tukhachevski ce soir-là raconteront plus tard, sans toujours s'accorder sur les détails, un homme qui ne manifestait ni peur, ni surprise. Un homme qui faisait encore semblant de croire que la raison finirait par l'emporter. C'est ce semblant qui, dans l'histoire, sera retenu comme sa dernière illusion. Car il existe, des années auparavant, un précédent qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher. Au début de l'année 1933, un officier plus âgé, un camarade de la guerre civile, historien militaire de son état, lui avait dit, dans un moment de confidence qui avait dû coûter « Tu te fais trop remarquer, Misha. Ici, on ne récompense pas le talent. Pour le talent, on vient la nuit. » Tukhachevski aurait répondu, avec ce sourire un peu tranchant qu'on lui connaît « Primakov, tu as vieilli. Le temps des intrigues est fini. Ce sont les choses qui comptent. » Cette conversation, si elle a eu lieu, est une des dernières fois où quelqu'un a essayé de lui dire ce qu'il attendait. Il n'a pas entendu. Plus tard, ceux qui raconteront sa vie mesureront à quel point cette surdité était logique. Un militaire qui commence à écouter ce genre de conseils est déjà un militaire qui a renoncé à agir. Tukhachevski, jusqu'à la fin, n'a pas renoncé. C'est ce qu'il a perdu. Ce qu'il a perdu et ce qui, dans le même mouvement, a permis que ses idées survivent à sa disparition. Le 5 mai 1937, Tukhachevski reçoit l'ordre de partir pour Kuibychev, sur la Volga, afin d'inspecter les districts militaires de la région. Officiellement, c'est une mission ordinaire. Officieusement, c'est le premier degré d'un éloignement qui n'en porte pas encore le nom. Il rassemble ses papiers, ses cartes, ses effets personnels. Il n'avertit personne. Il ne dit pas adieu. Ceux qui le voient partir ce matin-là racontent, avec des mots qui varient mais une image constante, un homme qui ne parle pas, qui ne s'attarde pas, qui descend les marches comme on descend vers un quai. Kuibychev en mai, c'est la Volga, la chaleur qui commence à peser sur les façades, l'odeur d'eau et de poussière. L'hôtel où on l'installe est un hôtel convenable, mais pas pour un maréchal. Les couloirs sont surveillés. Les papiers d'identité sont contrôlés 2 fois. Le téléphone, qui naguère lui permettait de joindre un front ou un état-major, est désormais l'instrument par lequel on sait où il est, à quelle heure il se couche, à qui il parle. La liberté d'un maréchal en mission ressemble ces jours-là à une prison sans barreaux.
Le 10 mai, il écrit à sa femme Nina. La lettre est brève, presque ordinaire. Je travaille, tout est calme, je reviens bientôt. Ce sont les derniers mots que sa femme recevra de lui en tant qu'homme libre. La lettre n'a rien d'exceptionnel par son contenu, elle est exceptionnelle par ce qu'elle laisse entendre. Qu'un homme qui écrit cela ne sait pas qu'il n'écrira plus. Le 22 mai, vers 11 heures du soir, on frappe à la porte de sa chambre. Un groupe d'officiers militaires et d'hommes de la police politique entre. Le ton est poli, presque cérémonieux. L'officier qui parle s'adresse à Toukachevski avec les formes dues à un rang qu'on lui reconnaît encore, par habitude plus que par respect. « Mikhaïl Nikolaïevitch, vous êtes invité à Moscou pour une consultation urgente. » Toukachevski demande, et c'est une des questions qu'on retiendra. « Et ma femme, elle sait ?» L'officier qui répond est capitaine. Il dit simplement « Elle saura ». C'est tout. Le maréchal de l'Union soviétique prend son manteau, son chapeau, ses papiers. Il sort. Le train part dans la nuit. Il arrive à Moscou au matin. Là où il s'attendrait à voir une voiture du commissariat du peuple, c'est une voiture de la police politique qui l'attend. C'est la première fois qu'il franchit la Loubianka, non plus en maître de guerre, en visiteur officiel, en héros décoré, mais en prévenu. La porte se referme. Dehors, la ville continue. À l'intérieur, un homme commence à disparaître. L'acte d'accusation est posé devant lui dans une pièce nue. Il est signé Dejov, le directeur de la police politique. Le texte est long, formalisé, presque solennel. Conspiration militaire en vue de renverser le pouvoir soviétique. Collaboration avec des services de renseignements étrangers. Préparation d'un coup d'État. Ce sont des accusations graves, presque incompréhensibles, pour un officier qui a passé sa vie à servir l'État soviétique. Mais la gravité, dans ce type de procédure, n'est pas une question de preuve, c'est une question de nécessité politique. Pourquoi Toukachevski? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Les historiens, plus tard, reconstitueront les pièces du raisonnement que Staline et son entourage ont tenu pendant ces mois. L'armée, à la fin des années 30, est devenue trop autonome à leur goût. Les commandants de district, les chefs d'état-major, les officiers de carrière se sont habitués à penser par eux-mêmes, à parler d'égal à égal avec le commissaire du peuple, à évoquer avec le maréchal des questions techniques que le parti ne maîtrise pas. Staline ne veut pas briser Toukachevski en tant qu'homme, il veut briser Toukachevski en tant que symbole. Ce n'est pas un corps qu'on élimine, c'est une idée. Et l'idée, dans un système totalitaire, est plus dangereuse que l'homme. L'instruction dure moins d'un mois. Les interrogatoires se succèdent, jour après jour, à un rythme que les survivants raconteront comme un harcèlement calculé, non pas brutal au sens où on l'entend d'habitude, mais conçu pour briser la volonté sans laisser de traces visibles. On ne dort pas. On ne mange pas à heure fixe. On n'a pas de fenêtre. On ne sait pas s'il fait jour ou nuit. On revient, entre deux interrogatoires, dans une cellule où le silence finit par peser plus lourd que la menace. Les enquêteurs ne sont pas des brutes, ce sont des professionnels. Ils alternent les questions, reprennent les mêmes mots, les mêmes formulations, jusqu'à ce que les mots eux-mêmes perdent leur sens. Toukachevski résiste d'abord. Il exige un procès ouvert, il exige des témoins, il exige la confrontation avec ses accusateurs. Les enquêteurs répondent, avec une patience qui ressemble à de la pitié. Ce n'est pas prévu. Avouez, ce sera plus facile. Plus facile pour qui? On ne le dit pas. Mais le sous-entendu est clair. Plus facile pour sa famille, pour sa femme Nina, pour sa fille Svetlana. Ce n'est pas une menace explicite, c'est une menace de l'ordre de la suggestion, de l'ordre du silence. Elle suffit. Le 26 mai, un premier aveu est consigné. Le texte est formulé selon les codes de la procédure. Participation à une organisation conspiratrice, contact avec des services étrangers, reconnaissance des faits. Ce n'est pas un aveu au sens ordinaire du terme, c'est un texte appris, ou récité, ou dicté, dont la fonction est moins de décrire une vérité que de produire une forme qui puisse servir de base à un acte d'accusation. Toukachevski, ce jour-là, signe. Les historiens qui ont accès aux archives plus tard le diront sans ambiguïté. Les aveux ainsi obtenus sous la contrainte ne constituent pas une preuve de culpabilité. Ils constituent une preuve de ce que la procédure est capable d'obtenir, et c'est autre chose. Cette même nuit, Toukachevski écrit une lettre qui a la forme d'un repentir. Les mots qu'il choisit, ou qu'on lui souffle,
sont ceux d'un homme qui se soumet à l'État comme on se soumet à une force naturelle. Chaque État exige des sacrifices. Si ma vie doit servir à raffermir la foi, qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas de la résignation au sens noble. C'est de la résignation au sens où un accusé épuisé cesse de résister parce qu'il n'a plus la force de résister. La nuance compte, même si les contemporains ne la verront pas. Les jours qui suivent sont parmi les plus étranges de cette procédure. On accorde aux détenus ce qu'on n'accorde pas aux autres, des journaux, un cahier, un crayon. C'est un privilège apparent, c'est aussi peut-être un piège. Toukachevski utilise ce cahier pour écrire ce qu'il aurait pu écrire dans un bureau d'état-major. Des notes sur l'organisation des armées, sur la coordination des armes, sur les menaces qui se profilent aux frontières occidentales. Il écrit comme si de rien n'était. Il écrit comme si le monde extérieur existait encore. Il écrit surtout des phrases où l'on retrouve, sous la forme d'un constat plutôt que d'un reproche, ce qu'il pense de l'institution qui le détient. La plus connue, parce qu'elle a survécu, tient en peu de mots. Pour un militaire, le pire n'est pas de mourir au combat. Le pire est de perdre confiance dans la justice de son propre État. Sans cette confiance, l'armée devient une foule armée. Ce qui se passe autour de lui pendant ces semaines ne le concerne pas en apparence, mais c'est ce qui le concerne le plus. Dans d'autres villes, à Leningrad, à Kiev, à Minsk, à Tachkent, d'autres officiers sont interrogés selon les mêmes méthodes. Les mêmes questions sont posées, les mêmes formulations reviennent. Les noms s'ajoutent aux noms. Le dossier grossit. Il est en train de devenir, selon le mot qu'on utilisera plus tard dans les actes de réhabilitation, un dossier à plusieurs dizaines de personnes, où chacun est suspecté par le fait d'avoir été proche du précédent. C'est la logique de ces procédures. Elles ne cherchent pas la vérité d'une conspiration. Elles fabriquent la cohérence d'un récit. Dans la cellule de la Loubianka, Toukachevski ne sait pas tout cela avec précision. Il sait seulement qu'on ne lui parle pas, qu'on lui retire ses journaux, qu'on lui retire son cahier, qu'on lui retire ses heures de sommeil. À un moment, un de ces gardiens qui, dans les années 30, sont à la fois geôliers et confidents, lui glisse, presque malgré lui, que d'autres ont avoué avant lui. Toukachevski ne relève pas. Il a déjà signé. Il sait qu'il a déjà signé, même si le document qu'il a signé ne porte pas son nom, à strictement parler, mais le nom d'un autre Toukachevski, celui que la procédure est en train de fabriquer. C'est dans cet état qu'il attendra le procès. Les semaines qui suivent sont celles d'un homme qui sait que la suite est déjà écrite. Ce qui restera de cette attente, dans les témoignages qu'on recueillera des décennies plus tard, c'est une image presque insoutenable de calme. Comme si le sujet, vidé de sa substance politique, vidé de sa fonction militaire, vidé de son grade, était enfin redevenu, malgré lui, l'officier de 25 ans qu'il avait été en 1918. Un homme seul, debout dans une pièce, qui regarde la carte du monde, qu'il ne commandera plus. Le 11 juin 1937, à Moscou, dans un bâtiment qui sert habituellement aux cérémonies officielles, se tient une séance à huis clos de la collégiale militaire de la Cour suprême de l'Union soviétique. La salle est vide de public, il n'y a que ce qu'il faut, le président de la séance, un sténographe, le procureur militaire, quelques représentants de la direction du parti. Sur un mur, derrière le tribunal, une horloge a été arrêtée à 6 heures du matin, comme pour signifier que le temps, ce jour-là, ne sera pas le temps ordinaire. La composition du tribunal est connue. Ulrich, qui préside, en uniforme de général, Boudioni, l'ancien cavalier de la guerre civile, en uniforme de maréchal, Bliucher, autre maréchal, dont le nom figurera bientôt lui aussi sur les listes que personne n'ose encore regarder en face, et quelques autres officiers supérieurs dont les rôles, dans cette affaire, sont moins ceux de juges que de témoins politiques. Leur présence, dans cette pièce, n'est pas requise par le droit. Elle est requise par le protocole du pouvoir. Elle signifie, sans qu'il soit nécessaire de le dire, que la sentence est déjà arrêtée ailleurs, et que les juges ne sont là que pour la signer. Sur le banc des accusés, 8 hommes, maréchaux et commandants d'armée. Toukachevski est le dernier à entrer, ou le premier à être remarqué. On le décrit toujours en termes semblables, à peine différents selon les témoins. Maigre, pâle,
vêtu d'un uniforme sans insigne, mais tenant encore, malgré tout, le dos droit. Ce n'est pas de l'insolence, ce n'est pas du défi, c'est, semble-t-il, une dernière discipline, celle de ne pas s'effondrer devant ceux qui ont décidé de sa fin. L'accusation est lue par Ejov en personne, ou par un procureur qui parle en son nom. Les mots sont ceux qu'on attend: conspiration militaire, espionnage au profit de l'Allemagne, préparation d'un soulèvement armé contre le pouvoir soviétique. Le texte est long, documenté, référencé. Il est entièrement construit sur les aveux obtenus pendant l'instruction, les aveux que Tukhachevski a signés sous la contrainte, et dont la procédure ne permet pas de contester ici la validité, parce que la contestation elle-même n'est pas prévue. Le droit, dans cette salle, n'est pas un instrument de justice, c'est un instrument de validation. Il sert à transformer des aveux arrachés en preuves juridiques, et des soupçons politiques en actes juridiques. Tukhachevski, quand il prend la parole, ne reconnaît pas ce qu'on lui impute. Il ne reconnaît qu'une partie, et c'est cette partie qui, dans le récit qu'on en fera plus tard, apparaîtra la plus étrange. Il reconnaît, dit-il, des erreurs dans le service. Il ne reconnaît pas la trahison. Cette distinction, dans un tribunal de ce type, ne changera rien à la sentence. Mais elle compte, parce qu'elle montre, dans les derniers mots d'un homme, l'effort désespéré pour maintenir une ligne de démarcation entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La phrase qu'on retiendra, dans les versions qui circuleront ensuite, est une phrase d'homme d'État autant que d'homme de guerre. Si l'État a besoin de ma fin, qu'elle apporte au moins quelque chose. Elle ne figure pas dans les protocoles officiels. Elle a survécu par les récits de ceux qui étaient présents. Récits tardifs, parfois contradictoires, mais concordants sur l'essentiel. Aux questions du président Ulrich, Tukhachevski répond avec une correction qu'on dirait presque protocolaire, et que les témoins décrivent comme un sourire, non pas moqueur, mais plutôt tendu, comme si l'homme cherchait jusqu'au bout à préserver, dans les mots mêmes, une forme de dignité humaine. Cette correction n'a aucune influence sur le déroulement de l'audience. Ulrich pose les questions que la procédure prévoit. Tukhachevski répond ce que la procédure autorise. Les deux rôles sont écrits. Personne ne sortira du Düben. Vorochilov et Boudioni sont dans la salle, assis non pas à la place des juges, mais à la place des membres de la collégiale. Le protocole exige leur présence, comme si le pouvoir avait voulu montrer, par cette disposition, que l'armée, en tant que corps, cautionnait le jugement rendu à l'un des siens. Cette caution est plus politique que juridique. Elle vise à démontrer, pour l'avenir et pour les archives, que le maréchal a été jugé par ses pairs, et que ses pairs l'ont condamné. Ce qui se passe réellement, dans les esprits des autres officiers présents, est moins clair. Certains garderont, des années durant, le souvenir d'une scène dont ils rougiront. Staline n'est pas dans la salle. Il n'a pas besoin d'y être. Il attend, dans son bureau du Kremlin, le rapport qui lui sera fait. La sentence qu'on prononce ce 11 juin, à huis clos, sans avocat, sans témoin de la défense, sans appel possible, n'est pas le résultat d'un délibéré. C'est la signature d'un texte qui attend d'être signé. La formule employée est brève, presque laconique. La peine la plus sévère, pour les 8 accusés, sans sursis, sans recours. La phrase qui suit, et qui termine l'acte, tient en 4 mots. Exécuté immédiatement. Ce qui se passe ensuite est presque un non-événement, au sens où la procédure le rend invisible. Un couloir intérieur, une porte qu'on ouvre, une autre porte qu'on ferme. Pas de transfert affiché, pas de public, pas de communication officielle. On propose aux condamnés d'écrire, s'ils le souhaitent, leur dernière note. La plupart refusent, ou n'en ont pas la force. Tukhachevski refuse, dit-on, en prononçant une phrase qui sera reprise par les uns et par les autres, dans des formulations qui varient, mais qui se rejoignent. L'histoire mettra les choses en ordre. Cette phrase n'est pas une malédiction. Ce n'est pas non plus une promesse. C'est, de la part d'un homme qui n'a plus rien, l'affirmation d'une croyance que la procédure nie. La croyance que ce qui a été fait ici sera un jour défait. Ce qui est important, pour quiconque racontera cette histoire plus tard, c'est que le protocole de cette audience n'a pas survécu. Les minutes officielles sont classées secrètes. Les sténographes ne parleront pas, ou parleront tard, dans des conditions qu'il faudra déchiffrer. Les juges eux-mêmes ne laisseront pas de témoignages unanimes.
C'est précisément ce trou dans les archives qui ouvrira, des décennies plus tard, l'espace où se logeront les légendes. Les derniers mots de Tukhachevski, dans les versions qui circuleront, ne sont pas les derniers mots au sens littéral. Ce sont les dernières phrases que des témoins, ou des gens qui prétendaient l'être, auront cru entendre, ou auront voulu entendre, ou auront inventé. Les historiens qui travailleront sur ces documents le diront clairement, et il faudra le redire ici. Le protocole n'a pas conservé ces paroles. Ce qui nous en est parvenu est un mélange de souvenirs, de reconstruction, de besoins. Le retentissement, en revanche, et il est public, et il est total. Quelques jours après la séance, la presse soviétique publie les communiqués officiels. Les titres sont uniformes, répétitifs, calibrés. Le centre militaro-politique, dirigé par des traîtres à la patrie, a été liquidé. Les noms sont donnés, sans nuance, sans précision, sans droit de réponse. Les biographies officielles s'effacent. Les portraits sont décrochés des murs. Les livres sont retirés des bibliothèques. Les écoles qui portaient le nom de Tukhachevski changent de nom. Les régiments changent de nom. Les rues changent de nom. Les navires, s'il en reste, changent de nom. Ce qui a existé, dans les archives et dans les manuels, est censé n'avoir jamais existé. La mémoire, dans ce système, n'est pas un attribut de l'individu, c'est un attribut de l'État. Quand l'État le décide, un homme peut disparaître 2 fois, une fois dans la mort, une fois dans le souvenir. À partir de l'automne 1937, et pour plusieurs années, le nom de Tukhachevski ne figure plus nulle part. Les manuels d'histoire militaire sont réécrits, avec une hâte qui ne trompe personne. Les découvertes sont attribuées au collectif de l'Armée rouge. Les photographies sont retirées des musées. Les anciens élèves de Tukhachevski, ceux qui ont survécu à la première vague d'arrestations, n'osent plus prononcer son nom, et n'osent plus, surtout, le mettre en avant dans leurs propres travaux. Certains le font quand même, en notes de bas de page, en références discrètes, en formules qui permettent aux lecteurs attentifs de reconnaître l'origine d'une méthode. C'est un acte de résistance presque imperceptible, et qui n'en est que plus coûteux. Le soir du 11 juin 1937, dans un lieu dont personne ne conservera précisément le nom, les 8 hommes désignés par la sentence sont conduits, l'un après l'autre, dans une pièce qui ressemble, par ses dimensions et son ameublement, à un sous-sol d'administration. Ce qui s'y passe n'a pas de témoin public. Ce qui s'y passe n'a pas de protocole public non plus. Les historiens, plus tard, en parleront avec des mots qui se ressemblent. Exécution sommaire, nuit sans étoiles, balles tirées dans la nuque ou dans la poitrine, corps emporté sans nom, fosse commune dans un lieu que l'on ne visite pas. C'est le sort qui a été promis à des milliers d'autres dans les mois qui suivent, et qui sera tenu. Ce qui reste, après cette nuit, c'est le silence. Un silence d'État, organisé, systématique. Les proches ne sont pas informés, les femmes ne sont pas informées, les enfants ne sont pas informés, les collègues ne sont pas informés. Quand parfois une lettre arrive, ou un message indirect, elle est presque toujours formulée selon le langage officiel. L'intéressé a été condamné pour trahison, ses proches sont déchus de leurs droits. C'est une formule, et derrière la formule, il y a la réalité d'une femme qui ne reverra plus son mari, d'une fille qui ne reverra plus son père, d'une vie qui bascule dans le hors-destin. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement un homme qui disparaît, c'est une mémoire qui disparaît avec lui. Ceux qui raconteront cette nuit plus tard, et ils seront peu, parce que peu auront survécu, s'accorderont sur un détail plus que sur un autre. La nuit où Tukhachevski est tombé, ce n'est pas seulement un maréchal qui a été abattu. C'est, comme on le dira dans des formules qui survivront à leur auteur, la nuit où l'armée a perdu son cerveau. Après la nuit du 11 juin 1937, le nom de Tukhachevski ne figure plus nulle part. Pendant près de 3 ans, les manuels d'histoire militaire, les programmes académiques, les règlements en vigueur sont réécrits, comme si l'homme n'avait jamais existé. Les élèves qui sortent des écoles d'armes dans ces années-là ne savent pas qu'ils appliquent sans le savoir des principes formulés par un officier dont les photographies ont été décrochées des murs et dont les livres ont été pilonnés. La doctrine de l'opération en profondeur, la combinaison des chars, de l'aviation et de l'infanterie, la coordination par radio, l'usage des unités parachutistes, tout cela reste enseigné, mais sans nom d'auteur, ou sous des noms de collectifs sans visage. C'est l'un des paradoxes les plus amers de cette époque.
La pensée survit à l'homme qui l'a portée, mais elle survit sous une autre signature, et cette autre signature est une imposture. Quelques-uns pourtant se souviennent. Zhukov, Rokossovski, Vassilevski ont traversé les écoles que Toukhatchevski a voulues, et ils y ont appris ce qu'ils ne diront qu'à voix basse pendant des années. Ils ne prononceront plus le nom de leur ancien maître devant les assemblées. Ils ne le placeront pas en exergue de leurs travaux. Mais ils garderont, dans leurs carnets et dans leur manière de commander, ce qu'ils en ont reçu. Dans les mois qui suivent la chute de Toukhatchevski, certains d'entre eux sont eux-mêmes inquiétés, arrêtés pour certains, rétrogradés pour d'autres. Le soupçon s'étend comme une nappe, et tout ce qui touche à l'ancien laboratoire de la rue Frunzenskaya finit par être, d'une manière ou d'une autre, suspect. L'été de l'année 1941 balaie ce qui restait de ces prudents arrangements. Le 22 juin, sans déclaration de guerre, l'Allemagne hitlérienne lance contre l'Union soviétique une offensive d'une ampleur que personne, dans les états-majors, n'avait véritablement anticipée. Les premières semaines sont une débâcle. Les unités rouges, mal commandées, mal coordonnées, parfois même privées de liaisons radio élémentaires, sont enfoncées sur des centaines de kilomètres. Les chars allemands, qui appliquent à leur manière les principes que Toukhatchevski avait formulés plus de 10 ans auparavant, percées en profondeur, isolement des arrières, destruction du système de commandement, percent là où l'armée rouge ne savait plus où elle était. Les officiers qui auraient pu appliquer les bonnes réponses sont, pour la plupart, soit derrière les barbelés des camps, soit dans des fosses sans nom. La doctrine, dans son incarnation humaine, a été décapitée. C'est l'Allemagne qui en profite, non pas parce qu'elle est plus inventive, mais parce que l'autre côté a détruit ses propres cerveaux. Le tournant viendra plus tard, à l'automne 1942, puis pendant l'hiver. À ce moment-là, les mêmes noms qui s'étaient tus recommencent à s'imposer. Zhukov commande le front de Moscou. Rokossovski commande le front de Stalingrad. Vassilevski coordonne, à l'état-major général, des opérations dont l'ampleur n'a pas de précédent. Ces hommes ne se réclament pas de Toukhatchevski. Ils ne peuvent pas se réclamer de lui, parce que son nom est encore interdit de citation. Mais ce qu'ils font, ils le font dans l'esprit de ce qu'ils ont appris. Frapper non pas sur le front, mais dans la profondeur, par des coups successifs qui ne se suivent pas, mais qui convergent, en enveloppant l'adversaire au lieu de le pousser. Ce qui ressemble à de l'intuition, chez ces hommes, est en réalité de la mémoire. Une mémoire qui ne peut pas s'avouer. L'opération Bagration, en l'année 1944, est l'illustration la plus claire de ce retour silencieux. Ce que les stratèges soviétiques réalisent, dans les plaines de Biélorussie, ressemble trait pour trait aux conceptions que Toukhatchevski avait couchées sur le papier 15 ans plus tôt. Paralysie du système de commandement adverse, rupture des communications, exploitation immédiate de la percu, mouvement des corps mobiles vers les arrières lointains, dislocation de l'ensemble plutôt que destruction frontale. L'opération porte le nom d'un général russe du XVIIIe siècle, dont le souvenir est sans danger. Mais ce qu'elle accomplit est, pour l'essentiel, ce que le laboratoire de la rue Frunzenskaya avait conçu en 1929. Les contemporains qui assistent à Bagration ne le savent pas. Les historiens qui le découvriront plus tard ne pourront pas le dire trop fort, parce que la prudence éditoriale reste de mise. Mais les faits sont là. L'après-guerre ne change rien tout de suite. Pendant plusieurs années encore, le nom de Toukhatchevski reste enveloppé dans le silence que le pouvoir lui a imposé. Le dégel commence, comme on dit alors, à la fin des années 50. Des officiers supérieurs, revenus des camps, prennent leur plume. Des historiens osent, dans des revues à tirage limité, évoquer ce qui s'est passé en 1937. Le nom de Toukhatchevski réapparaît d'abord dans des notes de bas de page, puis dans des articles, puis dans des monographies. Ce n'est pas une réhabilitation juridique, c'est une réhabilitation intellectuelle qui prépare l'autre. Celle-ci viendra dans les mêmes années, par la voie judiciaire. La collégiale militaire de la Cour suprême de l'Union soviétique, qui avait condamné Toukhatchevski et les siens, examine à nouveau les dossiers. La formule employée est brève, presque technique, et c'est précisément ce qui la rend irréfutable, en l'absence d'éléments constitutifs du crime. Ce sont des mots qui ne commentent pas, qui ne jugent pas, qui ne s'étendent pas. Ils disent seulement que ce qui avait été présenté comme un complot n'en était pas un, que ce qui avait été présenté comme des aveux n'en était pas, et que ce qui avait été présenté comme une sentence juste n'en était pas une.
La formule, dans sa sécheresse administrative, est la négation juridique de ce que la procédure de 1937 avait essayé d'établir. Les historiens y verront plus tard un acte de droit. Ils y verront aussi, à mots couverts, l'aveu d'un système qui ne savait pas comment solder ses propres erreurs. La nouvelle est publiée dans la presse sous la forme d'une note laconique. Le maréchal M. N. Tukhachevski et les autres, condamnés en 1937, sont réhabilités à titre posthume. Le texte est court. Il ne dit rien des aveux arrachés, des nuits blanches, des phrases qui ont été prêtées. Il ne dit rien, non plus, de ce que les familles ont enduré pendant près de 20 ans. Mais il fait ce que le silence avait empêché de faire. Il replace un nom dans l'histoire, et ce nom, désormais, ne pourra plus être effacé. À partir de la fin des années 60, les publications se multiplient. Les écoles militaires réintroduisent les travaux de Tukhachevski dans leur programme, d'abord en lecture complémentaire, puis comme référence de base. Les notes qui les accompagnent sont rédigées avec une prudence calculée. Il ne s'agit pas de contredire ce qui a été dit en 1937, il s'agit de faire comme si ce qui avait été dit n'avait jamais eu d'importance. Les historiens militaires, dans leurs commentaires, ne cachent pas ce qu'ils pensent. Ce qui a permis la victoire de 1945, dans ses dimensions techniques, procède en droite ligne des conceptions de Tukhachevski. La formule qu'on retiendra, dans les salles de conférence comme dans les cours d'académie, tient en peu de mots. C'est la base de notre victoire. Les années 80 voient un dernier mouvement. Des documentaires, des recueils de témoignages, des retranscriptions de procès-verbaux commencent à paraître. Les anciens combattants, qui ont attendu la retraite pour parler, s'expriment enfin. L'un d'eux, dont le témoignage sera souvent cité, racontera en termes presque identiques ce que d'autres raconteront à leur manière. En 41, j'ai repensé à ce qu'il disait, et j'ai compris que tout ce qu'il avait prévu se reproduisait. Ce n'est pas une phrase de regret, ce n'est pas une phrase d'accusation, c'est une phrase de reconnaissance, dans un pays où la reconnaissance coûte cher, et où la reconnaissance posthume coûte plus cher encore. C'est de ce terreau-là que naît, dans les années 80 et 90, la légende du Bonaparte rouge, du réformateur incompris, du prophète de la guerre des machines. Cette légende n'est pas fausse, mais elle n'est pas toute la vérité non plus. Elle gomme les décisions prises à Tambov et à Kronstadt, où Tukhachevski a commandé des opérations contre des paysans et des marins russes avec des méthodes qui n'ont rien d'héroïque. Elle embellit la défaite de Varsovie, qui est d'abord une défaite militaire et pas seulement le résultat d'une jalousie politique. Elle oublie, parfois, que le héros d'un côté est, de l'autre, l'homme qui a obéi à des ordres qu'il aurait pu discuter. Ce qui demeure, au-delà de la légende, c'est l'idée. L'idée qu'une guerre moderne ne se gagne plus avec des cavaliers, des cris et des drapeaux, mais avec des moteurs, des ondes, des engrenages coordonnés. L'idée que la profondeur d'un dispositif ennemi est plus importante que sa largeur. L'idée que la paralysie d'un commandement vaut mieux que la destruction d'une division. Cette idée-là, qui a coûté la vie à son auteur, a été reprise par ceux qui l'avaient formée, appliquée par ceux qui l'avaient instruit, transmise par ceux qui avaient survécu. Elle a permis la victoire de Moscou, de Stalingrad, de Koursk, de Bagration. Elle a nourri, après la guerre, les doctrines des grandes armées du monde, et jusqu'au manuel des académies où l'on enseigne la stratégie. Ce qui demeure aussi, c'est l'avertissement. Quand un État commence à redouter ses propres talents, quand un pouvoir confond la fidélité avec l'obéissance mécanique, quand un système préfère briser un symbole plutôt que d'examiner une doctrine, ce système prépare ses propres défaites. La nuit où Tukhachevski est tombé, ce n'est pas seulement un homme qui a disparu. C'est un pays qui, en frappant l'un des siens, a renoncé à comprendre ce qu'il aurait pu devenir. Les historiens, plus tard, le diront avec des mots qui se ressemblent. Un grand pays qui commence à avoir peur de ses meilleurs esprits cesse, ce jour-là, d'être grand. Et la mémoire des peuples, ajoute-t-il, dans des formules qui ne sont pas toutes vraies, mais qui sont consolantes, a cette propriété étrange de se taire longtemps, puis de parler. C'est ainsi que le nom de Tukhachevski est revenu, lentement, par degrés, dans les manuels, dans les rues, dans les musées, dans les conversations. C'est ainsi qu'un garçon de 25 ans, entré dans la guerre civile en 1918, a fini par rejoindre, posthume, le panthéon des stratèges que l'histoire n'efface pas complètement, même quand elle s'y applique.
Ce qui s'est joué dans ces années-là, entre une décision de jeunesse et une sentence à huis clos, entre un laboratoire moscovite et une fosse sans nom, entre un laboratoire de doctrine et une école où l'on enseigne encore, est l'un des plus grands romans de la mémoire russe du XXe siècle. Ce roman n'a pas de dernier mot, parce que le dernier mot appartient à ceux qui écrivent après. Mais il a au moins un début de justice.